Bonjour à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée. Le leader de l'entente provinciale de football de Kinshasa sera connu cet après-midi à l'issue de la rencontre entre Renaissance et Arc-en-Ciel au stade Père-Raphaël de la Kétule dans le cadre de la 6e journée de ce championnat. Des journalistes congolais sont désormais informés sur les rouages des procédures devant la Cour pénale internationale grâce aux enseignements reçus du bureau de sensibilisation de cette juridiction à Kinshasa. On se souvient aujourd'hui de la victoire il y a une année de la coalition FARDC Brigade internationale d'intervention de la MONUSCO sur le mouvement du 23 mars, un bilan légèrement assombri par la recrudescence des actes de guérilla de l'ADF NALU dans le territoire du Nord Kivu. Il y a donc une année, jour pour jour, que l'armée nationale, appuyée par des troupes onusiennes, mettait en déroute le mouvement du 23 mars dans le Nord Kivu, après que celui-ci ait sémé mort et désolation. Ce fut une victoire très attendue et depuis, on peut constater que globalement, la province a repris du souffle. Néanmoins, ce sont des actes de guérilla dans le territoire de Butembo perpétrés par des rebelles ougandais de l'ADF NALU qui amène aujourd'hui des insomnies. État des lieux avec Guylaine Kabalunzi. Nous y reviendrons plus tard. S'il reste vrai que la rébellion du M23 a été mise en déroute le 5 novembre 2013, une année après, des rebelles ougandais de l'ADF NALU s'illustrent aujourd'hui par des tueries dans le territoire de Béni. Et face à cette menace, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières et les parlementaires du Nord Kivu se sont concertés hier sur des stratégies à élaborer contre l'ennemi. Inquiet de la situation sécuritaire qui prévoit actuellement à Béni où les rebelles ougandais ADF sèment la terreur et la désolation au sein de la population locale, les élus du Nord Kivu, tous déterminés pour une seule cause, celle de restaurer la paix dans cette partie du pays, ont échangé avec le patron de la territoriale pour trouver des solutions à ce problème. Et bien sûr, la situation qui se vit à Béni, même Butembo, Lubero, bref, le Grand Nord, Oicha, Iringeti, la situation jusqu'à Kamango, la situation est très grave. Ensemble avec lui, nous sommes en train de tout faire pour trouver des réponses, analyser les causes, tous les contours et ensemble avec lui collaborer pour qu'il y ait des réponses. Nous ne pouvons pas vous dire plus que ça. À ce moment ici, nous attendons voir l'exécution de tout ce que nous avons convenu, voir comment ça va aller. Nous attendons la collaboration de tout le monde, les députés, les notables, la population tout court, les fonctionnaires. Tout le monde doit donner sa part pour que la paix retourne dans ce milieu qui a vraiment souffert depuis longtemps. Au regard de la recrudescence de l'insécurité à Béni, le gouvernement ainsi que ses partenaires doivent redoubler d'efforts en vue de mettre fin à l'aventure insurrectionnelle de ces rebelles. Rebondissement dans le procès Mustapha Mamadou Ndala à Béni suite à des révélations sur l'implication d'un leader politique de la contrée en la personne d'Antipas Mbusa Nyamwisi. On parle d'indices sérieux de culpabilité en train d'être établis. Le capitaine prévenu Amani a indiqué à la cour que le colonel Birocho a cité dans leur cellule de détention Mbusa comme son porte-malheur dans cette affaire. Des accusations rejetées par l'incriminé Erika Smissi. Ces accusations à tort ou à raison ont été faites au cours de l'audience du mardi 4 novembre à la tribune du 8 mars. Siège de ces audiences pour le capitaine Amani, le prévenu colonel Birocho a indexé cet homme politique en pleine bouffe. Hier, nous avons commencé à manger avec le colonel Birocho. Après, il a commencé à dire, en tout cas, je suis innocent, nous sommes tués. Je lui ai dit, tu diras la vérité. Il est parti et il a fini par dire, c'est Mbusa Nyamwisi qui m'a crucifié. Réagissant sur ces propos, le colonel Birocho a nié ces accusations tout en plaidant non coupable. Son avocat, Maître Augustin Chambo, rappelle son client à la vérité. J'ai dit, si Birocho connaît quelque chose dans cette affaire, qu'il prenne son courage pour dénoncer, qu'il ne meurt pas seul, mais dire que nous, avocats, on peut dire à Birocho,
Il n'est pas dire la vérité, ça Mani a débordé la vase. Et il ne connaît pas ce que nous nous sommes dit avec le général. Il est là assis, il ne connaît pas. Et moi, je ne peux pas le dire devant le public. De son côté, le ministère public, représenté par le général Monkoutou Gana, fait son cheval de bataille, rien que la vérité dans ses procès, a-t-il dit. Mamadou qu'ils aimaient bien est mort chez eux. Et vous avez vu la réaction des jeunes de Béni à la mort de Mamadou. C'était une réaction violente. Ils ont droit à connaître la vérité. Donc ce n'est pas une affaire de gens de Béni, c'est une affaire d'individus. Enfin, notons que le bénitien qui semblait peur de le pédale au début de ses audiences, croit à présent rencontrer la vérité à l'issue de ses audiences. Insécurité au nord Kivu, réhabilitation des infrastructures routières dans le sud Kivu voisin. L'axe Bukavu-Nyangezi-Kamanyola sera fréquentable très prochainement de façon à permettre la circulation à l'intérieur sans faire le détour par le Rwanda. Les travaux ont été confiés par la CGT à la société Sino Hydro 14 lors de la visite du DG de l'agence sur place. Après avoir apposé sa signature sur le contrat d'études et de construction de l'axe routier Bukavu-Mangezi-Kamanyola, long de 55 km, avec la société Sino Hydro 14, le directeur général de la CGT a, au cours d'une conférence de presse, expliqué à la population de la contrée le bien fondé de ce contrat qui permettra désormais aux habitants d'atteindre d'autres extrémités sans passer par le Rwanda. Le gouverneur Marcelin Tshisambo a effectué une visite d'inspection avec Sino Hydro 14 pour qu'elle s'imprègne donc de l'état de ce tronçon. Le technicien du projet. Toutes ces actions ont été réalisées lors de la récente mission de service qu'a effectuée Charles Médard dans la province du Sud Kivu du 30 octobre au 2 novembre dernier. Regagnons la capitale où se poursuivent les travaux de la 34e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones, marquée hier par le débat autour du thème « Dialogue, autorités locales, Union européenne et autres partenaires internationaux ». Reportage. Cette deuxième journée était consacrée au deuxième thème qui a abordé aussi bien des réflexions sur les stratégies à mettre en œuvre pour promouvoir des positions des autorités locales dans le processus de décision politique au niveau national, régional et mondial que des stratégies de l'Union européenne. Ces pays qui sont développés doivent savoir qu'ils ne peuvent pas continuer à s'épanouir économiquement en oubliant les pays également qui regorgent de grandes potentialités mais qui n'ont pas pu décoller au même rythme qu'eux. Sinon, plus que l'Union européenne ou les pays du Nord se barricadent, plus les jeunes du Sud vont forcer le barrage ou bien ces murs de démarcation entre les deux réalités économiques différentes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est important d'inciter, et c'est ça l'objectif, tous les partenaires au développement à accompagner des politiques pouvant fixer les jeunes dans le terroir et y devenir des acteurs de développement, mais aussi aider ceux-là qui sont à l'étranger de pouvoir investir dans le pays et non pas mettre simplement en avant ces illusions ou ces mirages qui ne font que appâter, attirer ces jeunes qui pouvaient se réaliser autant chez eux, mieux même chez eux qu'ailleurs. Juste après la présentation, l'Assemblée s'est éclatée en deux ateliers. L'atelier du Salon Congo, consacré aux facteurs et environnements favorables à une administration locale performante. De l'autre côté, l'atelier du Salon Lubumbashi, consacré aux projets et mis en œuvre avec des partenaires internationaux, facteurs de succès et témoignages. Nous avons essayé de voir qu'est-ce que la commune gagnerait en rendant l'eau accessible à ces populations, mais surtout en amenant ces populations à financer la pérennisation des ouvrages. Donc, toute étude est donc également évolutive. Après 2 ans, nous allons refaire une étude pour voir si, aujourd'hui que les populations ont su apprécier de se lever le matin, ouvrir l'eau dans leur cuisine, avoir de l'eau, est-ce que nous pouvons passer de 350 à 500 ou à 400 ? Donc toute décision mérite qu'on échange avec les populations au niveau local. Ce mercredi, les participants vont aborder un thème plus qu'important pour des villes francophones du monde. Il s'agit donc des villes et des luttes contre les changements climatiques. L'administration est donc la gestion des affaires publiques et privées.
Assise des maires francophones, conférence des ministres des États membres de l'autorité du bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi à Bakir. Des rencontres se succèdent à Kinshasa. Ces ministres ont signé hier des textes en vue d'une coopération agissante dans la gestion des ressources en eau du bassin. L'application de telles résolutions va accélérer le processus du développement durable dans la région. C'est fait. Et le geste n'a duré que quelques secondes, mais très déterminant pour une gestion efficiente des ressources transfrontalières. L'autorité du bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi dispose désormais des textes constitutifs. La signature portant création est intervenue après les huis clos des ministres de la République démocratique du Congo, du Burundi et du Rwanda. Et cela va sans dire, on va passer par la ratification que nous espérons aussi rapide que possible. Et je n'ai aucun doute que cela sera fait si je m'en réfère aux engagements pris par les représentants de nos trois États. Un coup d'accélérateur pour la sous-région qui permettra de capitaliser les opportunités d'investissement et financement, et la République démocratique du Congo s'engage fermement pour sa part à apporter son appui. Nous allons accompagner chaque pas allant dans le sens de l'affirmation et de la consolidation de cette volonté manifestée par nos trois États de gérer de manière harmonieuse les ressources transfrontalières. Un intérêt manifesté aussi par les Burundis. Le Burundi fait partie des pays se trouvant dans le périmètre de la Kivu. On va en profiter de puisque l'autorité va préserver l'eau et pour permettre beaucoup de projets de développement. Il ne reste plus que la ratification des textes pour le décollage qui viendra sans doute matérialiser le développement durable étant recherché. Justice et médias, le bureau de sensibilisation de la Cour pénale internationale à Kinshasa a eu hier une matinée d'échange avec des journalistes qui ont été informés sur les procédures devant la juridiction de la Haye. Patrick Sapanzou. Les jeunes étudiants des différents instituts supérieurs et universités de Kinshasa, ainsi que des jeunes activistes qui évoluent au sein des ONG, bénéficient d'une formation sur la culture du débat et de l'art oratoire. Cette formation vise notamment à aider les jeunes à devenir des maîtres dans l'art oratoire. Le but de cette formation, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas seulement de donner aux jeunes des techniques qui leur permettent de devenir des meilleurs orateurs. Mais plus encore, c'est de leur donner l'expertise nécessaire pour analyser, pour réfléchir, pour conceptualiser et pour surtout argumenter. De sorte que finalement, leur participation à la vie de la société soit plus qualitative et qu'il y ait un apport plus systématique encore, plus important encore de la jeunesse dans la gestion de la chose publique. Parmi les attentes, l'on note la création par les participants des clubs de débat au sein de leur institution universitaire. Pour les organisateurs, il ne peut y avoir d'émergence d'État démocratique sans une jeunesse active et plus exigeante. Nous nous engageons également dans les années qui viennent à organiser chaque année des concours d'art oratoire, des concours de débat destinés aux étudiants. Nous croyons que la formation qu'ils reçoivent à l'université est importante, mais qu'il faut des fois donner un supplément à cette formation avec des aspects techniques, pratiques, comme ceux qui sont abordés dans cette formation, parce que demain, ils seront toujours en face d'un cercle, d'un monde où ils devront s'exprimer, où ils devront argumenter, où ils devront convaincre, et il est important qu'ils apprennent très tôt. Les participants saluent cette initiative qui devra les outiller des arguments conséquents pour mieux mener des échanges. Ici chez nous, au Congo, nous sommes appelés à communiquer et nous devons savoir communiquer. Pour communiquer, il faut parler. Donc il faut savoir parler. Et nous sommes ici pour apprendre justement à parler bien, à parler vrai. La Fondation Osissa, qui organise cette formation, est une institution de défense des droits de la personne humaine, résolument engagée à promouvoir l'émergence des démocraties vibrantes et tolérantes où les peuples libérés des contraintes matérielles connaissent leurs droits et leurs responsabilités.
C'était plutôt des étudiants des instituts supérieurs et des universités qui ont été formés sur l'art oratoire par la Fondation OSISA afin qu'ils s'adonnent au débat dès maintenant jusqu'à ceux qui seront dans la profession après les études. Je disais, Justice et Médias, le bureau de sensibilisation de la Cour pénale internationale à Kinshasa a eu hier une matinée d'échange avec des journalistes qui ont été informés sur les procédures devant la juridiction de la Haye. Patricia Panzo. C'est une matinée d'information à l'intention de la presse organisée par l'unité de sensibilisation de la Cour pénale internationale en RDC. Une rencontre qui vise à mettre à la disposition des journalistes toutes les informations nécessaires en ce qui concerne les différentes procédures de la Cour pénale internationale. C'est une procédure qui est nouvelle, que l'on ne connaît pas, qui n'a pas beaucoup de corollaires, notamment sur le rôle et responsabilités de la chambre préliminaire, l'audience de confirmation des charges, le recours en appel, la liberté provisoire également. Alors toutes ces questions sont importantes à pouvoir soulever avec les journalistes, avec les médias, qui constituent un relais important dans la mesure où c'est ce pouvoir, ce sont ces médias qui communiquent avec les populations, quel que soit leur statut, quelle que soit leur origine, quel que soit leur niveau social, quelle que soit leur appartenance politique. L'unité de sensibilisation tient à pérenniser ces genres de rencontres afin d'aborder les dossiers qui concernent la RDC. Qu'il est vraiment pour nous important de maintenir ce contact régulier et permanent avec les médias, avec les journalistes que nous rencontrons régulièrement. On ne cessera jamais de les rencontrer pour au jour le jour répondre aux préoccupations, expliquer comment fonctionne la Cour pénale internationale et surtout rendre plus simple la procédure devant la Cour pénale internationale. Les journalistes présents à cet atelier ont eu des réponses à leurs préoccupations sur plusieurs sujets, notamment celui qui oppose le procureur de la CPI, Amati Ngunjolo, Germain Katanga, Bosco Tanganda, Thomas Lubanga, pour ne citer que cela. Encore une autre formation dispensée aux journalistes. Alors, sur le genre, le ministère du Genre, Famille et Enfants et le PNUD ont opté pour ce module afin que des hommes des médias s'informent en toute connaissance sur des questions liées, par exemple, à l'autonomisation de la femme. Les professionnels des médias ont un rôle important à jouer dans les questions liées au gender. Voilà qui justifie cette formation organisée à leurs intentions par le ministère du Genre, Famille et Enfants en partenariat avec le PNUD, des assises organisées en marge de la Journée internationale de la femme rurale. Au nombre de sujets abordés, la question relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme, avant de marteler non seulement sur la mise en place des mécanismes de son applicabilité en République démocratique du Congo, mais aussi sur l'autonomisation et la participation active de cette femme rurale qui constitue l'un des piliers majeurs pour le développement durable. Nous avons l'obligation de faire ça parce que nous avons ratifié, nous avons accepté. Nous devons travailler pour prendre en compte la question des femmes qui vivent dans les milieux ruraux. La RDC a l'obligation de faire de sorte que la femme rurale doit assurer les droits de participer pleinement à l'élaboration et à la gestion des plans de développement à tous les échelons. Combien de femmes rurales participent, prennent part dans nos plans de développement? Les femmes rurales doivent aussi, ils ont le droit de bénéficier directement des programmes de sécurité sociale, de recevoir tout type de formation et d'éducation scolaire ou non, y compris en matière d'alphabétisation fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous les services communautaires et de vulgarisation, notamment pour avoir des compétences techniques. Des assises de 2 jours qui ont permis aux Chevaliers de la Plume d'essoutiller sur les différentes questions liées au genre et aussi de relayer la bonne information à ces sujets. Référons-nous à des confrères à travers les lignes. Officiellement, il n'y a pas de grève de magistrats en République démocratique du Congo. En croire le communiqué que publie La Prospérité du Conseil supérieur de la magistrature, signé par son président Jérôme Kitoko Kimpele.
Le bureau du Conseil informe l'opinion publique qu'aucun mouvement de grève n'a été déclenché à ce jour par un syndicat des magistrats, seule structure reconnue apte à canaliser certaines revendications des magistrats, lit-on dans ce communiqué. N'ayant donc pas été saisi, le bureau du Conseil invite en conséquence tous les magistrats à continuer à vaquer librement à leurs activités et ne pas céder à toute manipulation. Une enquête serait en cours pour identifier des marges de magistrats qui, en marge de la loi et de l'éthique, ont par leur comportement troublé l'ordre public et empêché leurs collègues de certains offices et de juridictions à accomplir leurs obligations professionnelles. Performance congolaise d'ailleurs, Africa News dresse le portrait de Britt Assombalonga, un buteur nous aîné, puissant, rapide et surtout buteur. Britt Assombalonga est la pépite qui fait souvent défaut à l'attaque des Léopards. Lui qui évolue au sein de Petersburg, un club de 3e division anglais, n'a pas caché son amour pour les Léopards. Britt Assombalonga s'impose comme un vrai cadre aux avant-postes. Le buteur congolais a justifié la saison dernière le transfert record du club en inscrivant 33 buts en 58 apparitions, toutes compétitions confondues. Il a même terminé 2e meilleur buteur du championnat avec 24 réalisations. La page sportive de cette édition a trait au football. Renaissance affronte Arc-en-Ciel cet après-midi au stade Père-Raphaël de la Queutule dans le cadre de la 6e journée du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Les deux équipes ont chacune 11 points et le vainqueur deviendra le nouveau leader de l'EPFKIN. Rendez-vous culturel avec la première édition de la Biennale d'art contemporain de Kinshasa dénommée Yango qui se déroulera du 21 novembre au 19 décembre prochain sous le thème Avancer. L'événement connaîtra la participation des artistes venus du monde entier. Suivez. Les réalités du Congo, son histoire, ses richesses et son futur devront être interprétées par des artistes lors de la Biennale Yango, première édition de Kinshasa. La vision et l'initiative sont des Stabil Molochoa hollandais d'origine zimbabwéenne et du RD congolais Kiripi Katembo. Le projet est en train d'évoluer et il y a déjà le premier artiste qui vient de la Hollande qui va arriver demain. Et c'est la montre que même ceux qui viennent de loin ont confiance et ils veulent que les choses avancent. On a quelques partenaires qui croient au projet et on en a toujours encore besoin jusqu'à aujourd'hui pour qu'on puisse parvenir à bon port par rapport à toutes les éventualités à couvrir pendant ce festival, pendant la Biennale. Annoncé du 21 novembre au 19 décembre 2014, la première édition de la Biennale Yango se propose donc de questionner les caractéristiques expressives qu'offre le Congo. Une vision que devront matérialiser les artistes venus de 4 coins du globe. Merci à Kiripi et toutes ces bandes des artistes ou des producteurs, des sponsors qui sont derrière Kiripi. Pour moi, ça me fait vraiment plaisir d'avoir mon ami ou un ami de Kinshasa qui cherche à faire des choses qu'on voit ailleurs. C'est un artiste qui a plus grand chose à prouver. Il est connu à l'international, il a travaillé en Belgique, en France, Kinshasa, il a une très grande réputation. Je pense que c'est un artiste à qui on peut faire confiance pour organiser cette biennale de par son talent personnel. Présenté comme terre des cultures, Kinshasa accueille enfin sa première biennale d'art contemporain à dimension internationale. Plusieurs sites sont retenus pour accueillir l'événement, dont l'Institut français Alde la Gombe, le Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa et la place du 30 juin, pour ne citer que cela. Nous vous le disions en titre, il y a donc une année jour pour jour que l'armée nationale appuyée par des troupes onusiennes mettait en déroute le mouvement du 23 mars dans le Nord Kivu. Après que celui-ci ait sémé des morts et désolations, ce fut une victoire très attendue et depuis, on peut constater que globalement, la province a repris du souffle. Néanmoins, ce sont des actes de guérilla dans le territoire de Butembo perpétrés par des rebelles ougandais de l'ADF Nalu qui amènent aujourd'hui des insomnies. État des lieux avec Guylain Kabalunzi. La victoire était historique. La lutte acharnée. Le tournant,
Décisif, après un an et demi d'occupation par la rébellion du M23 d'une bonne partie du Nord Kivu. Ce fut donc le 5 novembre 2013 que le FARDC, avec l'appui de la brigade spéciale de l'ONU, venait à bout de la machine M23. Que de rebondissements dans cette guerre à multiples épisodes. Enfin, un ouf de soulagement peut être poussé par le Nord Kivusien, victime des guerres à répétition, mais aussi ouf de soulagement poussé par l'ensemble du peuple congolais, lassé par de bruits de canons et ses cohortes de malheurs. Un an après le M23, quel bilan? La série des tueries macabres à Beni, dans le Nord Kivu, territoire frontalier de l'Ouganda, vient à nouveau troubler la paix chèrement acquise. Il ne s'agit plus des M23, mais plutôt des ADF Nalu, une rébellion ougandaise qui prend pour base arrière la RDC. Résultat, depuis un mois, les acteurs humanitaires du Nord Kivu s'alertent d'une forte dégradation de la sécurité pour les civils. La mobilisation, oui, la mobilisation s'avère à nouveau la condition sine qua non pour imposer la paix sur l'ensemble du territoire congolais. Un récit de Guylain Kabalounzi, fin de ce journal. Merci de rester branché au 141 sur le bouquet Canal 7.